VOA Afrique. Heureux de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Nous braquons les projecteurs cette semaine sur une crise indépendantiste en Europe qui attire le regard du monde, y compris de l'Afrique. De la majorité des Catalans à se séparer de l'Espagne. Menace de se séparer de l'Espagne, l'Union européenne refuse d'intervenir. Un commissaire européen est toutefois allé jusqu'à dire que ce conflit pourrait dégénérer en guerre civile. Comment va se terminer cette crise catalane ? Quelles peuvent en être les conséquences politiques et économiques? De telles velléités indépendantistes vont-elles avoir un effet de contagion en Europe et inspirer d'autres régions de la planète? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Le président séparatiste de la région catalane a fait mardi une déclaration d'indépendance avant de suspendre son application et d'appeler au dialogue. Situation pour le moins confuse. Le gouvernement espagnol répond qu'il n'y aura absolument pas de dialogue. Madrid donne à Carles Puigdemont jusqu'au jeudi 19 octobre pour clarifier sa position, menaçant de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Comment en est-on arrivé là? Abdourahmane Dia nous propose cet éclairage. Le bras de fer est engagé. D'une part, un président indépendantiste qui croit incarner les aspirations de la majorité des Catalans à se séparer de l'Espagne. J'assume et je présente les résultats du référendum qui sont que la Catalogne sera un État indépendant sous la forme d'une république. De l'autre, un Premier ministre espagnol intransigeant qui demande aux indépendantistes de rentrer dans les rangs. Nous demandons formellement au gouvernement catalan s'il a proclamé l'indépendance ou pas, à cause de la confusion délibérée que leur déclaration a générée. Nous faisons cette demande pour pouvoir assurer la sécurité de nos citoyens et les clarifications auxquelles ils ont droit avant d'invoquer l'article 155 de notre Constitution. Mais avant d'en arriver à ce référendum du 1er octobre, que Madrid a tenté d'empêcher par la force, il y a eu cette première tentative en 2014. Cette région, qui bénéficie d'un statut d'autonomie depuis 2006, a toujours revendiqué sa spécificité, mettant en avant sa langue et sa culture. Le statut actuel s'inscrit dans la continuité de statuts précédents, ceux de 1932, 1939 et 1979. Donc Madrid s'est toujours efforcé de répondre aux revendications de Barcelone en accordant l'autonomie. Mais pour certains, dans cette région riche, il faut tout simplement couper les ponts et intégrer l'Union européenne comme État indépendant. Mais Bruxelles a déjà prévenu qu'elle n'accepterait pas une Catalogne indépendante au sein de l'UE. Abdourahmane Dia, merci bien Abdou. Pour nous aider à mieux comprendre cette crise, j'accueille nos invités via Skype de Barcelone en Espagne, Pape Moussa Ndiaye, un Catalan d'origine sénégalaise. De notre studio à Washington DC, l'économiste Amadou Cissé. De Paris, l'historien Christophe Barré, via Skype également. Il est l'auteur de Podemos pour une autre Europe. Et dans l'État américain de New Jersey, Léonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton. Alors, Christophe Barré, j'aurais aimé commencer par vous. Voilà, évidemment, il y a toute cette crise en Catalogne et vous êtes l'auteur de ce livre. Et en fait, la première question que j'aurais aimé vous poser, Christophe Barré, qu'est-ce qui distingue la Catalogne du reste de l'Espagne et ces différences peuvent-elles justifier la revendication d'indépendance ? La Catalogne, c'est un nord du sud en Espagne. La Catalogne, c'est le concentré de toutes les contradictions qui existent aujourd'hui en Europe, entre un centre très riche, très industrialisé, un poumon économique, et puis le reste d'un pays qui a plus de mal à suivre économiquement et qui est un petit peu maltraité par les régions les plus riches. La Catalogne, c'est aussi une région qui est touchée par la crise, on pourra y revenir,
C'est aussi la région d'un État qui a une histoire beaucoup plus compliquée que l'histoire de France, avec des divisions, des différences régionales qui ont été très, très longtemps importantes. L'État, il n'y a pas de tradition d'un État très unifié en Espagne, et donc il existe depuis plus d'une centaine d'années ce qu'on appelle des identités nationales alternatives, c'est-à-dire des identités nationales qui ne demandent qu'à être cultivées. Oui, d'accord. Bon, l'Espagne est minée par la crise économique et l'austérité. La Catalogne, c'est la région la plus puissante du pays, et on va le voir tout à l'heure. Le gouvernement espagnol est critiqué pour son incapacité à relever les défis économiques et sécuritaires. Alors, ne serait-il pas légitime pour les Catalans de prendre en main leur propre destinée ? Alors, il y a ce qu'on appelle en Catalogne, ce que certains politistes, des professeurs éminents de sciences politiques, de l'Université de Barcelone notamment, appellent une dérive populiste en Catalogne. C'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années, depuis la fin des années 2010, beaucoup de référendums qui sont organisés sur l'indépendance. Il y a donc une crise de confiance que la crise économique de 2008 a apportée vis-à-vis des élites, qui fait que maintenant, les forces conservatrices, pour pouvoir faire oublier un petit peu leur incapacité, vous l'avez signalé en matière économique, se sont tournées vers le programme de l'indépendance. Et c'est vrai que c'est une curieuse alliance qui propose l'indépendance aux Catalans. C'est une alliance qui va de la droite à la gauche, voire l'extrême gauche indépendantiste. Ce sont des gens qui ne sont d'accord sur rien du tout. Certains veulent un État socialiste, mais tous veulent l'indépendance. Amadou Cissé, du point de vue économique, une Catalogne indépendante serait-elle gagnante ou perdante en sortant de l'Espagne et par ricochet de l'Union européenne ? Qui peut aller dans les deux sens. Potentiellement, la Catalogne est un pays qui pouvait se soutenir économiquement. La Catalogne, comme notre invité précédent l'a dit tout de suite, a des atouts. Et sur le plan économique, je vais rapidement rappeler que la Catalogne, ça fait 1/5 de la richesse nationale produite en Espagne, dans le Royaume d'Espagne, donc 20% du PIB. Et c'est une région qui est très dynamique, qui reçoit à peu près plus de 600 000 des entreprises en Espagne qui sont localisées là-bas. C'est une région qui est dynamique, dont l'économie exporte plus qu'elle n'importe du reste de l'Espagne et aussi vis-à-vis de l'Europe. C'est une économie aussi qui est dynamique sur le plan interne. Par exemple, quand vous voyez les échanges entre l'Espagne et la Catalogne, sur le plan fiscal par exemple, la Catalogne a un surplus. Et d'ailleurs, certains nationalistes catalans l'ont évoqué pour dire qu'ils sont fiscalement, disons, exploités par l'Espagne, ce qui, disons, est un peu sujet à discussion. Donc voilà, le potentiel existe. Cependant, le potentiel existe, mais est-ce que cela pourra se traduire en une viabilité certaine si d'aventure la Catalogne devenait indépendante? Bon, prenons d'abord, disons, une comparaison. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Prenons les anciens États de la Yougoslavie, il leur a pris 20 ans pour émerger. Donc on peut, disons, s'attendre à ce que le temps pour, disons, de s'autosuffire, se prendre en charge, être encore opérationnel, ça va prendre du temps. Il faut noter que l'incertitude d'ici là va jouer son rôle. Sur le plan économique, vous savez que l'incertitude, disons, est une puissante taxe contre les mécanismes économiques. Et voilà, donc ensuite, il faut dire que l'Union européenne constitue un atout majeur pour ce pays exportateur et qui aussi, l'Union européenne aussi envoie 70% disons, des investissements étrangers en Catalogne. Bref, disons que la balance est un peu mitigée. Le potentiel existe certes, mais pour transformer ce potentiel en une réalité, il y a beaucoup de suppositions, il y a beaucoup de si. Absolument. Donc, une Catalogne indépendante serait évidemment un saut dans l'inconnu. Léonard Wanchekon, comment pourrait se financer un nouvel État catalan?
Professeur Wanchekon n'arrive pas à m'entendre maintenant. Mais nous avons notre invité, Pape Moussa Ndiaye. Pape, si vous m'entendez, alors pourquoi la Catalogne veut-elle à tout prix devenir indépendante? Merci. Je n'ai plus de micro. Vous m'entendez? Allez-y, Pape, je vous entends. Donc, pourquoi la Catalogne veut-elle devenir indépendante? Oui, je vous entends. Je vous entends. Allez-y, Pape, allez-y. Eh bien, voilà, merci de votre invitation. Donc, je voulais juste préciser que réellement, au fond des choses, la Catalogne n'a jamais voulu l'indépendance. Ceci est venu par accident, si on peut l'appeler comme ça. Hein? Et c'est venu par accident du simple fait qu'il y a un statut qui a été voté depuis 2006 et qui a été entériné au niveau... Il y a eu un référendum, n'est-ce pas? Il y a eu un référendum le 1er octobre dernier. Et d'ailleurs, bon, d'après le gouvernement catalan, c'est le oui qui l'a emporté largement. Et vous-même, avez-vous voté oui au référendum du 1er octobre? Oui, j'ai voté le référendum du 1er octobre, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un référendum qui n'a pas été, qui n'a pas eu lieu dans les règles de l'art. Exactement. En fait, j'allais vous demander. C'est un référendum jugé illégal par le gouvernement espagnol. Mais je ne comprends pas. Oui, alors. Mais attendez, Pape, alors je ne comprends pas, l'Espagne c'est votre pays d'adoption, n'est-ce pas? C'est le pays qui vous a accueilli, vous êtes devenu citoyen espagnol avant tout, et d'ailleurs les Catalans sont eux-mêmes très divisés sur ces velléités d'indépendance. Ils sont également d'ailleurs apparemment divisés sur la question d'immigration. Alors pourquoi vous, en tant qu'immigré africain, voulez-vous vous séparer de votre terre d'accueil qu'est l'Espagne? Expliquez-nous cela. Non, il ne s'agit pas. Voilà, justement, c'est le fond du problème, parce que je ne suis pas le seul. Il y a pas mal d'Espagnols même qui ont ce même problème. Le problème, qui ont le cœur divisé entre l'Espagne et la Catalogne. Parce que c'est une minorité, en fait, qui sont en train de réclamer l'indépendance, mais pas la majorité de la Catalogne. C'est ça le grand problème. Mais ça ne se fait pas sentir au fond des médias. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité qui est là, qui dirige, et après qui s'organise. Comme ils n'ont pas l'aval du pouvoir central pour organiser ces élections, eux, ils l'organisent à leur propre manière. Parce que ce qui a été adopté au sein du Parlement catalan afin de pouvoir faire ce référendum du 1er octobre, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. C'est eux-mêmes les dirigeants actuels au sein du Parlement qui se sont retrouvés abroger une loi à eux, et de cette loi-là, pouvoir donc donner l'autorisation de pouvoir aller en référendum pour le 1er octobre. Mais donc, ce qui attendez, est juste... Pape Moussa Ndiaye, déjà on sait très bien que le président catalan, franchement, cette situation est très confuse. Donc déclarer l'indépendance, ensuite la congeler. Et là, vous-même, vous êtes, en fait, on est confus là. Donc, en fait, vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez l'indépendance? Vous voulez quoi? Je crois que c'est le Premier ministre espagnol qui l'a dit. Donc, vous cherchez quoi au juste? En réalité, le fond du problème, c'est de vouloir récupérer les articles. Par exemple, nous, le statut qu'on avait, c'est-à-dire qu'ici, en Espagne, depuis que l'Espagne a eu commencé sa démocratie en 1978, donc ici, il y a 17 communautés, il y a 17 régions, disons, en Espagne. Et parmi ces 17, toutes les régions sont pratiquement des régions indépendantes par rapport à leur gestion. Et dans cette indépendance-là même, c'est nous, Catalans, c'est-à-dire que la région de Catalogne est l'une des régions les plus riches et qui fait le plus d'apports au niveau du gouvernement central. C'est-à-dire que 25% alors du budget national espagnol vient de la région de la Catalogne. Mais qu'est-ce qui se passe? Au retour maintenant, pour pouvoir... On a compris dans les grandes lignes, Pape. Je vais m'adresser au professeur Wanchekon. Alors, si demain la Catalogne devient indépendante, professeur, comment pourrait se financer un nouvel État catalan, d'après vous? Très rapidement. Le problème de financement ne se pose pas, fondamentalement. Je crois que le pays, enfin, la région est assez riche, la position géographique du pays, le tourisme, tout ça, le problème ne se pose pas. Je pense que le vrai problème, c'est comment trouver une solution politique au problème qui est posé. C'est-à-dire que comment trouver concevoir un régime fédéral qui puisse vraiment avantager notamment la Catalogne. Donc je pense que la crise, vraiment, c'est une crise politique. C'est un manque d'imagination, un manque de flexibilité de la part de l'État espagnol qui explique ce qui se passe aujourd'hui.
Et je pense que c'est une proposition qui n'est bonne pour personne, ni pour l'Espagne, ni pour la Catalogne. D'accord. Alors restez avec nous et maintenant je vous propose 2 commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Kassoum Diarra, Bamako, Mali, l'Espagne est le pays le plus divisé au monde. Politiquement, après la Catalogne, il y aura d'autres mouvements tels que le Pays Basque et l'Andalousie, on en parlait tout à l'heure. Et Désiré Ngpog, Cotonou, Bénin, ce problème de la Catalogne doit être bien réglé. C'est le cas du Nigeria et d'autres pays. Est-ce la balkanisation qui réglera leurs problèmes? C'est plutôt un commentaire. En fait, voilà, ça se répond elle-même, cette question. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette courte pause. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Nous tentons de comprendre les rapports mouvementés entre l'Espagne et sa région rebelle de Catalogne. Comme l'évoquaient nos invités un peu plus tôt, le poids économique de cette région est un enjeu majeur évidemment du débat sur l'indépendance. Le gros plan de Djily Dicko. Au-delà des raisons géopolitiques, du respect des frontières établies, c'est surtout le poids économique de la Catalogne qui explique les réticences de l'Espagne et de l'Europe. Quelles seraient donc les répercussions économiques de l'indépendance de la Catalogne? La réponse en 5 chiffres. La Catalogne représente 19% du PIB espagnol. Économiquement, elle est la 2e région la plus puissante du royaume. Avec ses grandes banques, plus de 600 000 entreprises, la valeur du PIB catalan est estimée à 224 milliards d'euros. Le poids démographique impacte aussi les données économiques. La Catalogne compte 7,8 millions d'habitants, soit près de 16% de la population espagnole, ou 1 habitant sur 6. Il s'agit de la 2e région la plus peuplée du pays. Elle est aussi la région attirant le plus de touristes étrangers. 18 millions de personnes viennent visiter Barcelone et les plages de la Costa Brava. En plus du sable chaud et de la Méditerranée, la Catalogne est connue pour ses nombreuses marchandises. Elle est de loin la première région exportatrice d'Espagne. À elle seule, elle représente 1/4 des exportations du pays. La Catalogne est indéniablement un poids lourd dans l'économie espagnole. Mais une forte dette régionale fait d'elle une zone dépendante de l'État central. La dette catalane s'élève à plus de 35% de son PIB, ce qui fait d'elle la 3e région la plus endettée d'Espagne. Djily Dicko, merci bien Djily. Et voilà, nous retrouvons nos invités de Barcelone, Pape Moussa Ndiaye, un Catalan d'origine sénégalaise, de Washington, l'économiste Amadou Cissé, de Paris, Christophe Barré, spécialiste de l'Espagne, et dans le New Jersey, Léonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université Princeton. Et voilà, chers invités, vous voyez, le temps passe très vite, donc je vais vous demander d'être précis, concis. Alors, Pape Moussa Ndiaye, nous l'avons vu, le gouvernement espagnol menace donc de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Quel serait l'effet de cette éventuelle suspension sur la région, brièvement? Eh bien, l'effet de cette suspension serait... déjà, on a commencé à le sentir présentement parce qu'on a de l'évasion maintenant des grandes banques, par exemple la Caixa et Banque Sabadell qui ont déjà changé leur siège social. Il y a aussi une annonce de 40 sociétés, grandes sociétés de la place qui ont annoncé leur changement de siège social. Donc voilà déjà pour commencer les premières conséquences qu'on commence à vivre. Alors deuxième conséquence, c'est qu'il y aura quelques autorités peut-être qui risquent d'être suspendues. Et donc la gestion de la région sera donc menée par des autorités centrales au niveau de Madrid. Et là, ça risque de causer aussi problème. Donc le problème tributaire aussi au niveau de l'agence tributaire va causer encore problème. Et bon, voilà. Donc il y a déjà pour commencer les premières retombées qu'on va commencer à voir. Maintenant, reste à savoir ce qui pourrait venir comme retombée dans l'avenir, puisque tout est incertain actuellement. On ne sait jamais où est-ce qu'on peut en arriver avec cette décision-là.
Ouais. Alors, comme la Catalogne, plusieurs régions d'Europe aspirent à l'indépendance. Parmi elles figurent l'Écosse, l'Irlande du Nord, la Flandre, la Corse et les régions italiennes de Lombardie et Vénétie. Christophe Barré, toutes ces revendications régionales menacent-elles l'équilibre de l'Union européenne ? C'est vrai que l'Union européenne en est arrivée à un point curieux de son développement parce que ces institutions qui sont supranationales, qui sont au-dessus des nations, ont toujours joué les régions justement contre les États. L'Union européenne a toujours voulu donner, a toujours été favorable à ce que l'on donne des pouvoirs aux régions contre les États, un petit peu pour limiter l'influence des pouvoirs bien établis. Aujourd'hui, la revendication d'indépendance de la Catalogne, elle va contre la construction européenne. Si vous voulez, la créature se retourne contre son créateur. Si la Catalogne est indépendante, de facto, elle ne fera pas partie de la zone euro. Une des raisons pour lesquelles, une des pommes de discorde, c'est la volonté des Catalans d'avoir leur propre système de finances. Au moment même où aujourd'hui, le président Macron en France, il propose qu'il y ait un ministre des Finances unique. Donc, on a une contradiction là, une de plus au niveau européen dans un fonctionnement qui est de moins en moins compréhensible. Mais justement, Christophe Barré, je suis désolé de vous interrompre. Pourquoi alors l'UE refuse-t-elle d'intervenir dans la crise catalane, par exemple, alors même que le commissaire européen au budget n'a pas hésité à dire que ce conflit pourrait dégénérer en guerre civile? Bon, un peu alarmiste, mais pourquoi elle n'intervient pas, l'UE ? Parce que Donald Tusk, le président de l'Eurogroupe, pour nos amis des autres continents, donc cette alliance monétaire européenne, l'a dit très clairement. Quelques heures avant que M. Puigdemont parle, il lui a dit « Moi, je vais vous parler comme une minorité aussi, comme un Polonais appartenant à une minorité ethnique, qui a voulu rappeler, il a dit au président Puigdemont, qu'il y a quelques minutes, lui a-t-il dit « J'ai appelé le président du gouvernement espagnol pour lui dire qu'il faut privilégier la conviction à la force des idées ou à la force tout court. Et vous, donc, je vous demande d'être respectueux de la Constitution. » L'Espagne, elle est entrée dans l'Union européenne en 1986. Ce n'est pas une dictature, c'est une vraie démocratie. Et donc, en démocratie, normalement, ce que dit Madrid, c'est que les conflits se résolvent pacifiquement. Il est vrai qu'un statut avait été retoqué par un conseil constitutionnel. Mais les Catalans ont tout fait depuis des années pour avoir un proto-État. Ils se plaignent beaucoup, mais ils ont toujours su négocier pour avoir toujours plus. Aujourd'hui se pose la question effectivement de leur appartenance et l'histoire va nous départager. D'accord. Amadou Cissé, quelle lecture faites-vous de ce réveil des nationalismes en Europe? Quel en sera l'impact sur l'UE, surtout lorsqu'il y a en toile de fond le Brexit, la sortie programmée du Royaume-Uni du bloc européen? Il y a... J'espère que vous m'entendez, parce que j'avais eu un problème technique plus tôt, je ne vous entendais plus. Alors, je vous entends. Ah, formidable. Donc, je dois dire que... tout d'abord, ce que nous voyons là, c'est l'effet d'abord de la crise économique. Donc, crise économique, disons, vous avez la baisse des prix du pétrole, vous avez en général la méforme des économies, disons, des pays développés, et l'essentiel de la croissance économique vient, disons, des régions, des pays en développement. Donc ça, c'est l'effet un peu de la crise au niveau mondial, ça ravive les nationalismes. Donc il y a même ce que certains ont appelé un peu, disons, quel est le mot d'ailleurs, sur le plan moral, c'est l'égoïsme, voilà, l'égoïsme économique. C'est que les régions qui s'en sortent un peu plus, disons, tout de suite ont des velléités d'indépendance, veulent se détacher des autres. Alors que, voilà, ceci n'est qu'une pure illusion. En matière d'économie, les performances économiques que vous voyez sont la résultante, disons, de forces d'intégration qui montrent un peu, disons, cette pétulance, cette performance économique. Donc il y a des effets d'échelle, il y a des effets de densité, et la Catalogne en a vraiment bénéficié au sein de l'Espagne. Alors pourquoi l'Union européenne rechigne, disons, à reconnaître, à favoriser un peu ces nationalismes? C'est que ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Plutôt, on a dit que l'Italie du Nord, l'Écosse, les Flandres, un peu partout, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, ainsi de suite, des velléités nationalistes sont là.
Donc, pour limiter un peu cela, l'Union européenne se résigne à cela. Et 2 mots rapidement, c'est que les structures même de l'Union européenne est d'abord une union monétaire. Une union monétaire, c'est d'abord une force d'intégration par l'euro. Alors, deuxièmement, sur le plan fiscal, l'Union européenne, disons, a des transferts budgétaires qu'ils appellent les transferts structuraux pour diminuer les inégalités régionales. Donc, je m'en tiens là. Absolument. Voilà. Ouais. Voilà. Et en même temps, Madou, il faut dire que les mouvements indépendantistes n'affectent pas que l'Europe. Il y en a une multitude de par le monde. Ils sont nombreux en Asie. Absolument. De même, on a récemment beaucoup parlé du Kurdistan irakien. En Amérique latine, il y a en Afrique aussi. De 3 États. Oui, absolument. Et en Afrique. Justement, j'allais en parler. Du Sud ont également, et 3 États donc brésiliens, 3 États du Sud qui ont également participé à un référendum sur l'indépendance. Et l'Afrique, comme vous venez de le dire, n'en est pas à l'abri non plus. Alors, rien que quelques exemples. La région anglophone au Cameroun, le Biafra au Nigeria, la Casamance au Sénégal, les Touaregs au Mali, aussi bien que le Puntland et le Somaliland en Somalie. Léonard Wanchekon, brièvement, je sais que, évidemment, le temps passe trop vite. Alors, quel est le meilleur moyen pour les gouvernements confrontés aux mouvements séparatistes d'aborder et de régler de telles revendications d'indépendance? Bon, c'est le dialogue politique. Donc, il faut créer des systèmes fédéraux qui tiennent compte des particularités culturelles et politiques de chaque région. Ça, c'est très important. Oui. Il y a également, disons, le développement du commerce, l'accès au marché, la baisse des tarifs douaniers, etc. entre pays, donc pour faciliter les mouvements libres des personnes et des biens. Donc, je pense que c'est la solution. Je pense qu'il faut quand même essayer un peu de nuancer la situation en Afrique parce que il y a un article qui a été écrit il y a une dizaine d'années qui montre qu'en fait, il y a un déficit de mouvements sécessionnistes en Afrique. En fait, plus qu'ailleurs, les Africains veulent vivre ensemble. Donc, des pays comme le Congo, des pays comme beaucoup d'autres pays africains qui sont grands, qui sont très déconnectés les uns des autres, en fait, malgré les mouvements sécessionnistes dans ces pays ne marchent pas ou n'existent même pas. Donc, je pense qu'il y a quand même une prédisposition des Africains à vivre ensemble, à travailler ensemble. Et je crois qu'il faut favoriser cela par la création de régions autonomes, un système fédéral, qui permettent donc affaiblir un peu l'État fort au niveau central, comme ça se fait aux États-Unis et dans d'autres pays comme le Canada, donc pour favoriser les choses. Moi, je ne suis pas très pessimiste par rapport à l'Afrique en ce qui concerne la montée des mouvements sécessionnistes. Alors, Pape Moussa Ndiaye, vous le Catalan d'origine sénégalaise, je vais vous donner le mot de la fin. Alors, pour revenir évidemment à cette crise catalane, que va-t-il se passer maintenant? Quelle en sera l'issue d'après vous en 2 mots? Actuellement, tout dépend de la réponse que va apporter notre cher Puigdemont, président de la communauté autonome catalane. Et donc, à partir de là-bas, ce qui est clair, c'est que tout le monde dise que le gouvernement central va directement aborder la loi 155, donc qui vise donc à commencer à mettre la main sur la région espagnole. Mais on ne sait jamais. Tout dépendra alors de la région ou bien de la réponse que va donner M. Puigdemont. Alors, la réponse est très simple. Il doit poser la question de savoir s'il a déclaré l'indépendance ou pas. Et si oui, qu'il fasse marche arrière. Donc il faut un référendum digne de ce nom quelque part. Alors voilà, vous mettez un point final à ce Washington Forum. Le point final, c'est que voilà, justement, je voulais juste rajouter un petit mot. Merci à nos collègues de Washington et New York et bien évidemment merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide. Je vous dis à très bientôt. Take care.